Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Après avoir écouté le malade, on doit faire une enquête policière à la recherche premièrement les caractéristiques de ce vertige, les signes associés et en dernier lieu les antécédents. On doit rechercher la durée et sa fréquence. On peut avoir des vertiges qui durent quelques secondes, des vertiges qui durent quelques minutes et des vertiges qui durent quelques heures il y a des vertiges qui durent quelques jours. Il y a des vertiges qui s'expriment une fois, donc c'est un vertige unique, et des fois il y a des vertiges paroxystiques ou itératifs. Il faut rechercher son type, le type de vertige, soit c'est une sensation de vertige rotatoire, un vertige linéaire ou une sensation d'ébriété ou juste un déséquilibre. Il faut rechercher aussi les facteurs favorisants, les facteurs déclenchants. Donc soit le vertige, est-ce qu'il survient au repos, est-ce qu'il survient suite à une mobilité de la tête, est-ce que le changement de position couche décubitus dorsale à la position debout, est-ce qu'il se manifeste lors d'un stress ou d'anxiété. Donc on voit ici un tableau, par exemple on a ici une sensation vertigineuse chronique, donc le malade qui a un vertige chronique avec certains accès. Deuxièmement, on a des crises de vertige qui durent quelques secondes et qui se répètent dans le temps, c'est en faveur d'un vertige paroxystique positionnel bénin. On a un vertige qui dure quelques jours et qui va vers la régression, c'est en faveur d'une ébriété vestibulaire. Et on a un vertige paroxystique, il dure quelques heures et avec un paroxysme. Donc, il faut rechercher aussi les signes associés, les signes otologiques à type d'otalgie, d'autorée. Il faut rechercher les signes d'infectieux. Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un syndrome infectieux à type comme la fièvre? Et en dernier lieu, il ne faut pas oublier à rechercher des signes neurologiques ou de focalisation qui peuvent nous orienter vers une atteinte centrale. À la fin de notre interrogatoire, on doit rechercher les antécédents du malade, antécédents otologiques, ophtalmologiques, rhumatologiques, cardiovasculaires, psychiatriques, neurologiques, rechercher les antécédents d'un traumatisme crânien ou de prise médicamenteuse. On vient maintenant à l'examen clinique. Donc, bien sûr, si possible, si on peut faire au moment de la crise, si le malade, si ce n'est pas une crise invalidante. Donc, si ce n'est pas une crise invalidante, on peut faire, de préférence, faire à ce moment notre examen. On commence par un examen général, prise de tension artérielle, recherche d'une température, d'une pâleur cutanéo-muqueuse, faire un examen cardiovasculaire à la recherche d'un trouble de rythme, un souffle cardiaque ou un souffle cervical, faire un examen otologique à la recherche d'une perforation tympanique qui est en faveur d'une otite moyen aiguë, stade de perforation ou l'otite moyen chronique choliciatomateuse, faire un examen ophtalmologique et un examen neurologique à la recherche de signes de focalisation. Bien sûr, l'examen le plus important dans ce cas, c'est l'examen vestibulaire qui va nous permettre de faire la différence entre un vertige d'origine centrale et un vertige d'origine périphérique. On commence par l'épreuve postérale. La première épreuve, c'est l'épreuve des index. Donc on demande au malade assis, en position assise, les index allongés et en fermant les yeux. S'il y a une atteinte vestibulaire périphérique, il y a une latérodéviation des deux index vers le côté atteint. Deuxième, c'est le test de Romberg. Le patient debout, les talons joints, les pointes du pied légèrement écartés, bien sûr les yeux fermés. Et s'il y a une latérodéviation d'un côté, c'est en faveur d'un vertige périphérique. On voit ici, il y a une latérodéviation. Lorsqu'on a une déviation vers en avant ou en arrière, c'est surtout une instabilité en faveur d'un vertige central. Troisièmement, on a le test de pétillement aveugle de Fukuda. Donc on demande au malade de faire des pas sur place, à peu près 50 pas, les yeux fermés, les bras allongés. Donc à la fin de l'exercice, le malade, s'il y a une atteinte vestibulaire périphérique, on a une déviation d'un côté de plus de 90 degrés, donc ce qui est en faveur d'une atteinte périphérique.
Quatrièmement, on a le test de la marche aveugle. Donc on demande au malade de faire des pas en avant et en arrière, toujours yeux fermés. S'il y a une atteinte périphérique, on aura à la fin une marche en étoile qui est déviée en avant vers le côté atteint et vers l'arrière vers le côté sain. Après avoir fait notre examen postural, on recherche un nystagmus. Bien sûr, de préférable, c'est de le rechercher sous lunettes de Frenzel. C'est des lunettes grossissantes et qui inhibent la fixation des yeux. Donc pourquoi, si on ne met pas de lunettes, lorsqu'on a une atteinte périphérique, le malade présente des nystagmus, lorsqu'il fixe un point, ça tend à inhiber le nystagmus. Donc on peut ne pas le voir. Pour ça, on fait les lunettes grossissantes de Frenzel pour bien voir notre nystagmus. Il faut savoir que le nystagmus est un élément sémiologique important dans le vertige. C'est le seul signe objectif d'un vertige. Donc, il y a les épreuves vestibulaires provoquées. Premièrement, on a l'épreuve vestibulaire calorique. Se fait sous vidéo-nystagmoscopie ou vidéo-nystagmographie, donc pour bien voir le nystagmus. On a l'épreuve vestibulaire autolytique myogénique et on a le test de vertical visuel subjectif. Il y a l'épreuve vestibulaire autolytique myogénique, c'est qu'on va stimuler la malade par un stimule sonore et on va placer des électrodes au niveau du muscle sternocléido-mastoïdien. Ça va nous donner une idée sur la fonction du sacule. Il y a le test de vertical visuel subjectif. Donc le malade qui est dans une chambre noire, on va lui dire de placer une ligne verticale avec une télécommande. S'il n'y a pas d'atteinte, à peu près, on aura une ligne presque parallèle ou légèrement déviée. Si elle dépasse 2%, ça veut dire qu'il y a une atteinte vestibulaire. Troisièmement, donc on passe à l'exploration auditive. Bien sûr, lorsqu'on a un malade qui présente un vertige avec des signes cochléaires, on va faire on va pratiquer en audiométrie pour avoir un audiogramme pour quantifier la perte auditive. Soit on aura une surdité de transmission mixte ou de perception. On peut faire aussi un impédance mètre. C'est surtout pour explorer l'oreille moyenne et surtout le réflexe tapidien qui va nous dire s'il y a un recrutement, si on faveur d'une surdité, lorsqu'on a une surdité de perception, s'il y a un recrutement, ça veut dire on est en faveur devant une surdité endocochléaire, ça veut dire c'est le labyrinthe qui est atteint. S'il n'y a pas de recrutement, ça veut dire on est devant une atteinte rétrocochléaire. La lésion, elle se situe au niveau du nerf auditif. Troisième examen, c'est le potentiel évoqué auditif. Aussi, on le pratique lorsqu'on a un vertige associé à une hypoacousie. Donc, pour dire, à l'audiogramme, on a une surdité de perception. Pour faire la différence entre une surdité endocochléaire ou rétrocochléaire, on fait le potentiel évoqué auditif. L'imagerie, ce n'est pas systématique, mais des fois, on est amené à demander des examens lorsqu'on a des signes cervicaux, on demande un rachis cervical. On peut demander un Doppler Holter lorsqu'on suspecte un problème d'insuffisance vertébro-bacillaire. On demande un EEG lorsqu'on suspecte une épilepsie et le scanner et l'IRM lorsqu'on suspecte une étiologie centrale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.